Madame l'ambassadeur, voulez-vous nous présenter nos panélistes? Merci Chris et bonjour à tous. J'imagine que nos collègues vont se joindre à nous rapidement. Je crois que la session qui vient de se terminer sur l'accès à la technologie avec des études de cas a peut-être une bonne introduction à cette session-ci sur les services aux entreprises. Vous savez que moi, ce qui inhibe beaucoup le progrès pour les femmes et les jeunes en particulier, c'est l'accès au financement ou à la terre. On peut penser que l'accès à la terre, et c'est le cas dans un pays comme le mien, la Jamaïque, mais aussi un peu partout dans les Caraïbes, au sens large, est un problème. Dans mon pays, dis-je, la terre, elle appartient à des individus ou alors à l'État. Le principe de foncier communautaire n'existe pas. Alors, on peut avoir accès par ce biais-là à la terre sans pour autant avoir les moyens financiers de développer une activité agricole significative dessus. Et donc, cette session-ci souligne l'importance de l'accès à des services utiles aux entreprises. On va avoir des exemples concrets, comme l'accès aux finances pour les petites et moyennes entreprises, l'accès à la technologie, l'apprentissage par les pairs, etc. Et nous avons ici un groupe de personnalités très qualifiés qui vont justement nous parler de cette problématique et je vais vous les présenter. Nous avons d'abord M. Shaban Khalid, qui est le président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du Commonwealth, également représenté le Pakistan dans pas mal de cercles internationaux. Madame Adjara Diouf, qui est spécialiste de programme chargée du développement local à la direction de la francophonie économique, l'OIF. Madame Ajouave Luhuvilo Sigala, chargée de programme à la FAO, qui va nous parler de la finance rurale, développement des chaînes de valeur et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Monsieur Brooke Debebe Aguideo, qui est le directeur général de l'entreprise éthiopienne de production et de commercialisation d'articles en cuir et vice-ministre pour le commerce et la coopération internationale de l'Éthiopie. Madame Patricia Nsime, coordonnatrice de programme pour la FAO en Ouganda, qui pendant 15 ans a travaillé dans le domaine du développement des chaînes de valeur agricoles, notamment sur les questions liées à la microfinance. Et nous avons Mme Claire Dornick également dans l'auditoire. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Adjara Diouf, qui a demandé à s'exprimer en premier parce qu'elle a un vol à attraper dans une quarantaine de minutes, me dit-on. Oui, madame. C'est vrai, nous avons un panel de 5 personnes, même 6. Donc nous allons essayer les uns et les autres d'être succincts pour répondre à des questions. Madame Diouf, de quelle manière est-ce que votre programme a-t-il réussi à donner plus d'accessibilité aux services aux entreprises, en particulier pour les femmes et les jeunes? Merci, Monsieur le Président. Donc, le programme dont je vais m'entretenir, c'est le programme francophone d'appui. Le programme francophone d'appui au développement local, qui accompagne les collectivités locales à élaborer des plans locaux de développement avec la participation des communautés de base. Nous étions présents dans 16 collectivités de 4 pays, Sénégal, Togo, Rwanda et RCA. Mais RCA, pour les raisons qu'on connaît, pour les raisons politiques, on a dû suspendre les activités. Donc maintenant, nous sommes dans 12 collectivités locales. Et le programme francophone d'appui au développement local donc, est dans une phase expérimentale et a comme pour objectif de renforcer les initiatives et capacités de
des communautés de base. Bon, bien sûr, l'OIF n'est pas dans le développement rural en tant que tel, mais les actions, les interventions du programme francophone d'appui au développement local touchent quand même les localités rurales et périrurales. Nous avons par exemple, parce que là j'ai pas la présentation, donc l'objectif ultime donc c'est de ce programme, c'est la reprise de la démarche au sein des politiques publiques des États membres et par les programmes des partenaires techniques de développement, la stratégie d'intervention. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans 12 localités d'intervention. Nous faisons donc le processus d'élaboration des plans locaux de développement. Jusqu'à présent, nous avons réussi à financer et mettre en œuvre 18 projets prioritaires démonstrateurs bénéficiant à peu près à 50 000 personnes, qui sont des projets qui sont liés dans l'eau, dans l'assainissement, dans la production agricole, dans la production végétale, etc., etc. Nous sommes également dans le renforcement de capacités des communautés de base qu'on appuie sur des thèmes généraux: planification du développement local, les chaînes de valeur, maîtrise d'ouvrage et spécifiques liés au projet qu'on met en œuvre. Et comme début d'impact, on commence à voir par exemple le renforcement de capacité des structures de gouvernance locale, l'éveil et la conscientisation de la population, l'apprentissage de la population pour le processus de développement local, un début d'effet d'entraînement dans les politiques nationales, ce qu'on cherche, qui est le but ultime de ce programme. Par exemple, au Sénégal, la troisième phase de l'acte 3 de la décentralisation s'est inspirée de notre programme. Et ensuite, l'Agence de développement local va reproduire la démarche dans 5 des 14 régions du Sénégal, particulièrement la démarche dont je vais vous parler tout à l'heure dans l'étude de cas. Et cette étude de cas, donc, c'est le fonds, vous êtes allé trop vite, qui s'appelle le Fonds d'impulsion pour l'économie locale, le FIDEL, dont l'objectif final est une nette amélioration des revenus des producteurs dans une localité bien précise. Il est aligné donc sur la politique nationale du Sénégal en matière d'emploi. C'est quoi le FIDEL? D'abord, le FIDEL, c'est un des 18 projets que nous avons financés, qui à son tour a permis la génération et le financement de 43 autres micro-projets. Je vais vous en dire un peu plus. Donc, pour vous dire un peu le rôle catalyseur que l'OIF a. Le comité local de développement, structuré, mis en place et formé par l'OIF dans le cadre de ce projet, a donc préconisé la mise en place d'un fonds qui s'appelle le FIDEL, pour accompagner les producteurs qui avaient des difficultés d'accès au financement. Donc, pourquoi? Parce que l'offre de services financiers est très peu diversifiée dans certaines collectivités rurales et ne sont pas adaptées aux besoins réels des producteurs agricoles. Et pour répondre donc à cette demande, l'OIF a mis à disposition un fonds, qui est le fonds FIDEL, un fonds de garantie pour permettre donc à ces communautés de base d'avoir accès au financement. Donc, l'OIF a mis en place un certain montant qui a été multiplié par 3. Et avec ce fonds-là, les mutuelles octroient des microcrédits aux communautés de base qui vont de 1 500 à peu près 3 000 euros. Donc, ce programme, donc, c'est une réponse, enfin, ce projet particulier, c'est une réponse à un projet majeur. Et ça finance par exemple les semences, comment? Non, en fait, ça finance, disons, le projet. Lorsqu'il dépose un projet, il y a bien sûr une étude de faisabilité, des choses qui sont derrière. Donc c'est pour un produit, un but bien précis. Par exemple, souvent, ça peut être des femmes transformatrices de céréales qui disent, bon, moi, vous me prêtez de l'argent,
je vais transformer, je vais prendre du céréales, je vais acheter des céréales, je vais transformer, je vais avoir ma plus-value et revendre. Ça peut être, je sais pas, pour entre 2 récoltes. En fait, c'est complètement différent. Juste concrètement, Oui. plus spécifiquement, oui. Oui. C'est ok. Donc là, dans une première... Ah, pardon. Plus près, Ok. parce que je ne sais pas si on vous entend. Dans la première phase, parce que comme les montants sont très peu, il faut y aller par stratégie progressive. Dans une première phase, nous avons financé 27 groupements pour donc des montants allant de 1 500 à 3 000 euros. Et donc pour des activités, comme vous disiez, concernées le commerce, l'embouche, la maraîchage, transformation, etc., etc. Et dans une seconde phase, nous avons financé 16 autres groupements. Et on pense que il y a à peu près, dans la première phase, avec les 27 micro-projets, il y a 400 emplois qui ont été consolidés et créés. Et là, dans les études de faisabilité, avec la seconde phase, on pense qu'à peu près jusqu'à 1500 emplois qui seront créés. Et tout ça pour vous dire que l'agence de développement, donc le gouvernement du Sénégal, a vu l'opportunité, s'est saisi de ce dossier et a décidé donc de le dupliquer en peut-être l'adaptant à la sauce un peu sénégalaise. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est que en octroyant des microfinancements à ces groupements, il y a eu une amélioration des conditions de vie et une augmentation de revenus de 40%. Ça, c'est des études qui l'impactent. Du revenu moyen des bénéficiaires, de la capacité d'épargne. Et bien sûr, consolidation des emplois. Et pour les jeunes, comment est-ce que ça a touché la vie des jeunes? Ça a donné plus de perspectives et comment? Bon, pour les jeunes, d'abord, c'était plus pour les femmes. Bon, pour ce qu'on a pu voir, d'abord, comme vous savez, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'immigration dans ces endroits-là. Avec ces fonds-là, nous avons remarqué que c'est un frein à l'exode rural. Parce qu'il y a une activité qui commence à générer des revenus. Donc les gens, ça c'est juste un constat qu'on nous dit. Hein. Donc il y a moins de personnes qui partent à l'exode parce que maintenant ils ont, disons, comme on dit, de l'activité. Il y a la volonté de travailler pour accroître les conditions de vie. Par exemple, nous avons rencontré des étudiants qui travaillaient dans les champs pour payer leur scolarité. S'ils ne travaillaient pas dans les champs, ils n'allaient pas avoir de l'argent pour pouvoir continuer à l'université, donc arrêter leur étude. Donc il y a tout un processus. Nous avons vu aussi que certaines communautés de base qu'on a aidées, qui étaient vraiment au niveau très très bas, maintenant pensent à aller plus haut en exportant. Donc passage de l'informel un peu vers le formel, Ouais. Accroissement de la surface financière de la mutuelle, parce qu'avant la mutuelle était toute petite, avec l'argent qu'on a déposé et ils ont réussi à avoir d'autres fonds, d'autres bailleurs, parce que les fonds de l'OIF étaient un peu catalyseurs. Ils ont accru leur surface financière, donc du coup ça génère encore beaucoup de choses. C'est intéressant comme observation que vous avez pu encourager une partie de l'économie informelle à se formaliser. Ça commence, oui. Ça commence. Ça commence, oui. Est-ce que vous avez pu mesurer, je ne sais pas comment le mesurer ou... Non, bon, en fait, on a fait une étude d'évaluation Oui. de tous les fonds, tout ça. Donc, c'est là qu'on a commencé à voir le constat. Parce que les personnes qui n'avaient rien au départ, avec ces fonds qui commençaient à avoir de l'argent, à générer, ils commençaient à penser à d'autres idées de projets. Ils disent, bon, par exemple, au début, je vends... je sais pas moi, des sachets de céréales que j'ai moi fabriqués et c'est des gens de la diaspora qui viennent l'acheter. Il dit, si vous me donnez encore un petit fonds ou si j'ai accès encore à un peu de financement, Oui. je peux moi-même aller exporter. Donc après, il y a les problèmes de normes qui se posent, des choses comme ça. Donc pour exporter, il faut bien sûr être formalisé. Donc c'est un processus en cours. Et ce programme encore, c'est financé en partie par le gouvernement sénégalais et qui? Non, d'abord c'est comment? l'OIF, mais C'est il y a l'OIF. le gouvernement sénégalais qui a contribué. Et Parce que le gouvernement là a vu que ça a de l'effet. Donc ils ont voulu l'élargir. oui, mais Et ils l'ont fait avec quel fonds en faisant avec ça? leurs fonds. Avec leurs fonds, leurs propres avec fonds. leurs fonds, leurs propres fonds. Donc ils vont le dupliquer dans 5 des 14 régions. Mais ils sont en train de faire des études,
de l'orienter pour vraiment avoir plus d'impact pour la création d'emplois. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a du commentaire sur ce programme Est-ce que ça pourrait marcher dans votre pays même, monsieur? Le Sénégal, vous parlez encore pour le Sénégal, mais ça va, allez-y. Voilà, merci Chris. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de souligner le fait que ça marche déjà pour le Sénégal. Hein. Mais je voulais toujours remercier Madame Diouf pour la présentation qu'elle vient de faire. Donc je voulais saisir cette opportunité pour insister sur l'importance quand même de faire en sorte que les trois principales régions qui sont concernées par la coopération Sud-Sud, je pense qu'il est important. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs initiatives venant de ces régions, il y a plusieurs projets et programmes. Je pense qu'il serait souhaitable quand même, comme plusieurs intervenants l'ont souligné aujourd'hui, de mettre l'accent sur l'accès aux moyens de production. Je pense que c'est fondamental. Je pense que le matin, quand il s'agissait de planter le décor, il y a la directrice de la protection sociale de la FAO, je pense, si je ne me trompe pas, donc qui parlait de l'accès aux moyens de production, l'accès à la formation, la technologie et l'accès aux moyens financiers. Donc, comme vient de le souligner Mme Diouf, je pense que et ça c'est capital et il serait souhaitable qu'on mette un lien entre toutes ces initiatives-là, donc qui permettent aux jeunes et aux femmes d'avoir accès aux moyens de production, à tous les moyens, au capital, à la technologie, à la terre, mais au même moment d'articuler tout ça avec les politiques de développement, les politiques régionales comme les politiques qui sont développées au niveau de la coopération principalement avec l'Union européenne. Et tout à l'heure, Mme Diouf a insisté sur la migration. Je pense que tout ça c'est lié, parce que comme il s'agit de permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder aux moyens de production, je pense que si les moyens de production sont accessibles aux jeunes et aux femmes, ça pourrait avoir un impact positif sur la migration irrégulière. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis donc, qui interpelle l'Union européenne ici, et même les ACP, c'est le phénomène migratoire. Donc on ne peut pas ne pas lier cette question centrale d'accessibilité aux moyens de production, au financement, à la technologie. On ne peut pas lier tout ça à la question de la migration. Donc je pense qu'il serait important, dans le cadre du suivi de ce symposium-là, qui est extrêmement important, pour dégager les orientations sur la coopération Sud-Sud, de mettre un accent sur ces différentes articulations-là. Donc faire en sorte que ce qui se fait au niveau de la coopération des ACP avec l'UE, faire en sorte qu'il y ait un lien avec toutes ces initiatives-là que vous avez déclinées aujourd'hui, avec ces programmes et ces projets. Je pense que c'est extrêmement fondamental. Voilà, je vous remercie. C'est très bon, c'est un bon commentaire pour la suite demain en fait. Oui, monsieur. Gostaria de fazer uma pergunta à senhora Diouf, se poderia partilhar pouco mais. Question. Est-ce que Madame Diouf peut parler de comment elle a choisi les micro-projets? Comment ont-ils été identifiés? Alors, s'il n'y a rien d'autre, nous allons passer à M. Chaban. Vous devez partir. Ok, allez-y. Oui. Donc, en fait, les micro-projets, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a parlé un peu vite, c'est issu des plans locaux de développement. Parce que nous, on accompagne les collectivités locales avec la participation des communautés de base à élaborer le plan local de développement. Et c'est eux qui disent de quoi ils ont besoin pour se développer, les besoins de la communauté, identifient les projets et ensuite ils font une liste prioritaire.
Et cette liste prioritaire, bah ça c'est notre expérience. Tout à l'heure j'ai oublié d'en parler. Ils le soumettent à un comité national de veille et de suivi composé de différents ministères qui suivent le programme. Et ensuite, eux, ils soumettent à l'OIF. Pourquoi on a pris cette protection? Parce que comme ça nous permet d'avoir une certaine garantie, au moins de financer des projets qui sont en phase un peu avec les orientations du pays. Parce que nous, on est loin là-bas, on ne sait pas, on nous donne des projets, on ne sait pas si c'est bon, c'est pas bon. Si c'est, par exemple, une fois, on a financé des projets de culture d'oignons et on s'est rendu compte que le gouvernement... il y avait des restrictions, des choses comme ça. Donc, on préfère avoir la validation des gens qui sont sur le terrain, des autorités locales, des autorités nationales. Et une fois que c'est fait, on choisit en fonction de l'enveloppe budgétaire, un peu de nos orientations. C'est sûr que nous, on préférerait avoir des activités génératrices de revenus, tout ce qui est économique, mais il faut quand même passer un peu par ce qui est social, parce que si on finance des activités génératrices de revenus et qu'ils disent non, c'est pas ça, nous on veut ça, si on le finance et qu'ils n'en veulent pas, ils vont pas l'utiliser. Ça, ils vont pas, c'est un constat que nous avons fait. Donc c'est sur présentation de la liste des projets par le comité national de veille qu'on choisit les projets en fonction de nos budgets, en fonction un peu de nos orientations, si c'est social, si c'est activité génératrice de revenus. C'est comme ça que nous avons choisi les projets. Merci beaucoup, Madame Diouf. Let's move on to Shaban Khalid, President. Passons à Monsieur Khalid. Président de l'AJEC. Vous décrivez comme étant le président des réseaux des réseaux. Comment cela aide-t-il vraiment les jeunes à avoir accès aux affaires? Alors nous aidons les jeunes, mais c'est une partie de notre travail. En fait, cela reprend le thème global du symposium, à savoir la coopération sud-sud et triangulaire et la participation des jeunes dans cette équation. Si on peut mettre... Ah, ok, parfait. Alors, je vais parcourir brièvement la présentation pour vous donner un aperçu de ce que nous faisons et de comment nous le faisons. Comme vous l'avez dit, nous sommes un réseau des réseaux. Nous représentons 9 pays. Il y a plus de 18 000 entrepreneurs au sein du réseau. Nous avons pu créer 31 000 emplois qui sont directement liés à notre réseau. Nous avons mené 1088 activités dans notre réseau et je vais également vous expliquer les activités que nous avons entreprises. Partage de la connaissance. Tout le monde en a parlé et nous avons autonomisé plus de 20 000 jeunes entrepreneurs. Ce que nous tentons de faire est de faire en sorte que nos communautés génèrent des emplois et que les jeunes au sein de la communauté cherchent de l'emploi. L'objectif est d'être capable de créer une voie pour les décideurs et créer un environnement plus favorable pour les entrepreneurs. Quand je dis, on parle d'écosystème ici, là on englobe tout. Donc à travers les frontières, je vais vous expliquer comment nous avons pu le faire. Ici on parle d'échange d'idées, ça c'est l'une de nos fonctions principales, l'échange d'idées novatrices et de compétences au sein du réseau. Nous ne nous bornons pas à notre réseau de 18 000 entrepreneurs. À mesure que nous avançons, vous verrez pourquoi. Nous donnons des informations. Nous ne sommes pas à même de donner accès à des financements, mais nous pouvons donner des informations relatives à l'accès au financement. Et c'est absolument critique. Nous faisons beaucoup de parrainage de jeunes entrepreneurs et ceux qui veulent le devenir. L'une des choses que nous faisons via le réseau est de faire tomber les barrières et de démontrer l'importance l'importance des valeurs originales. Donc, comme les pays qui avoisinent
certains pays ont plus de valeur que d'autres qui sont plus loin ainsi. Car, par exemple, les pays en Asie sont plus susceptibles d'avoir une certaine valeur pour les pays qui leur sont frontaliers que les pays européens. Nous avons un sommet annuel. L'objectif est d'organiser des réunions. Nous encourageons ces jeunes entrepreneurs à venir de ces pays, à échanger des idées, en apprendre les uns des autres, tenter de même conclure des affaires. Nous présentons aussi l'excellence en action. Cela veut dire que nous choisissons les entrepreneurs dans leur domaine de compétences. Nous faisons une étude de cas dans ces régions et on leur dit voici le type de pratique que vous pouvez appliquer dans votre pays. Et c'est ça que vous pourriez améliorer. Est-ce que vous donnez un exemple concret de cela? L'agriculture, par exemple. Par exemple, l'un de nos entrepreneurs d'Inde, qui est spécialisé dans les graines spéciales, a pu promouvoir son produit au Népal et au Bangladesh, et même au Pakistan. C'est un exemple criant. Et donc vous prenez un modèle et vous montrez aux gens qu'ils peuvent le faire, c'est ça? Oui, exactement. L'un des sommets s'est tenu en Inde. Ils connaissent les améliorations de la production de graines, qui est le résultat de la technologie. Donc l'entrepreneur peut exporter plus et donc en contrepartie, on peut en gagner de l'exportation. Donc nous voulons promouvoir les écosystèmes. Donc, Madame possible. Elle doit attraper un train, malheureusement, donc on l'excuse de partir. Let's continue, Shaban. Alors, Shaban, poursuivons. Est-ce que nous pouvons évaluer l'espoir que nous donnons dans les zones rurales? Alors, dans quelle mesure changez-vous leur vie et vous leur donnez de l'espoir? Alors, l'une des choses que j'allais aborder, un des points que je voulais soulever est tout à fait pertinent. Nous avons vu une tendance. Les jeunes ne sont pas attirés par l'agriculture. Et c'est pourquoi il était très critique quand vous dites que 60 à 70% de la population sont jeunes. Alors si ils ne sont pas intéressés par l'agriculture, comment allons-nous assurer la sécurité alimentaire? Donc une des choses que nous faisons est de mener des ateliers de formation. Ce n'est pas assez pour les autonomiser pour l'agriculture, il faut les autonomiser d'un point de vue économique pour qu'ils puissent rester dans cette profession. Alors qu'il s'agisse de les faire monter la chaîne de valeur, donc l'ajout de valeur a été mentionné plus tôt également, et c'est absolument essentiel, car il faut vraiment apprendre aux jeunes à pêcher le poisson, pas seulement leur donner du poisson. Et c'est ce que nous tentons de le faire, et nous tentons de reproduire la démarche à travers de la région du Commonwealth en Asie. Nous voulons leur donner des connaissances, une formation. Donc cela veut dire que, par exemple, mettre en place des coopératives dans la région. Une des questions que j'ai soulevées plus tôt était la dynamique aussi des communautés. C'est un point qui doit être abordé de manière séparée. Alors, qu'il s'agisse des technologies de graines, d'irrigation, il y a beaucoup de choses qui se font et les pays en développement ne sont pas au courant de tout ce qui se fait. Il y a des graines spéciales qui peuvent être
utilisé pour un certain sol pour générer d'un meilleur rendement dans une certaine région. Donc voilà, il y a beaucoup de connaissances que nous tentons de transmettre. Une fois de plus, nous ne sommes pas une agence de développement. Nous sommes des entrepreneurs qui se sont portés volontaires pour le faire, pour transmettre cette connaissance et tenter de faire en sorte que ces jeunes soient de meilleurs entrepreneurs. Une des choses que vous avez mentionnées est que vous pouviez faire tomber les barrières. Comment le faites-vous? De quelles barrières parlez-vous? Je vais vous donner un exemple très précis. Au Pakistan, par exemple, je suis moi-même pakistanais et nous avons une relation bilatérale avec l'Inde. Dès que nous sommes allés là-bas, ils sont venus, les perceptions sont totalement différentes de la réalité. Et cela peut être vrai non seulement parce que nous sommes des rivaux, mais parfois parce que l'on ignore son voisin. C'est pas toujours le cas du Pakistan et l'Inde, mais je pense que c'est le cas d'un point de vue mondial. On tend parfois à se concentrer sur des domaines qui ont plus de potentiel pour le commerce, par exemple. Par exemple, il y a des meilleures récoltes au Kenya. Avec la croissance économique du Kenya, si vous exportez au Kenya, vous aurez peut-être certainement des chances de vendre plus qu'en Europe, avec toutes les exigences qu'il existe pour l'accès au marché. Et donc, il faut que... Parfois, nous ignorons les opportunités commerciales qui se trouvent parfois juste à côté de nous et qui sont bien plus grandes que ce qui est perçu. Alors, vous êtes une association d'entrepreneurs, mais vous promouvez également l'agriculture comme entreprise. Est-ce que c'est une façon de changer l'image de l'agriculture et de l'agriculteur pour dire que l'agriculteur est un homme d'affaires et ce n'est pas juste un agriculteur? Nous ne faisons pas seulement avec les agriculteurs, nous faisons dans tout le domaine, dans la technologie, dans tous les secteurs. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, nous avons pu obtenir des domaines de concentration au sein de notre organisation. Et si un entrepreneur, par exemple l'énergie, voilà, qu'il s'agit de la gestion des déchets, nous avons été capables d'identifier. Voilà, par exemple, si quelqu'un dit je n'ai pas telle compétence au Pakistan, eh bien, nous le mettons en contact avec quelqu'un au sein du réseau qui est spécialisé dans ce domaine et donc il y a un parrainage. Et c'est comme ça que les choses se font. Au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que les jeunes comprennent mieux les jeunes. Ils comprennent mieux la langue plus rapidement, et donc c'est essentiel pour le succès de notre modèle. Nous remercions notre parrain, le secrétariat du Commonwealth, qui nous ont aidé énormément à mettre en place cette alliance. Et une fois que la machine était lancée, nous pouvons dire que nous volons de nos propres ailes. Mais nous avons encore besoin de beaucoup de soutien. Alors que nous parlons de la coordination, nous avons besoin de soutien. Alors, comment pouvez-vous reproduire cela dans la coopération sud-sud et triangulaire? Eh bien, cela est le sujet justement de mon dernier diaporama. Notre modèle a été approuvé par le ministère de la Jeunesse et le secrétariat du Commonwealth. Nous avons déjà reproduit des succès avec le soutien de l'Afrique de l'Est. La prochaine étape sera l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et le Pacifique. Car nous l'avons déjà fait en Afrique de l'Est et dans la Caraïbe. Ce que nous voulons faire est de créer une organisation fêtière qui soit active au niveau mondial pour que la portée soit globale. Comme je l'ai dit plus tôt, l'accès aux ressources pour renforcer le réseau sera absolument critique
pour reproduire les succès et pour la durabilité. Et c'est ça que nous allons tenter de faire. Alors, y a-t-il des membres ici qui pensent que leur pays pourrait participer à un tel réseau? Monsieur, pouvez-vous expliquer pourquoi? Yeah, I'm Kopna Bicham from the Youth Employment Agency in Ghana. Bonjour, je vais d'une agence sur l'emploi des jeunes au Ghana. Nous avons créé un module, les jeunes dans l'agro-industrie. Nous voyons que le modèle de Shaban est un modèle que nous pouvons utiliser pour améliorer notre module. Il y a de très bonnes idées et ce serait une bonne idée d'être en contact avec l'organisation de Shaban et de tirer dans les enseignements des bonnes pratiques. Alors, quelqu'un d'autre? Oui. Yeah, I think in addition to that, ce matin, on nous a dit, et on le sait tous, que le gouvernement n'offre pas des emplois. C'est lui le moteur de la croissance. C'est le secteur privé qui offre des emplois. Écoutez Shaban et écoutez ce qu'il a fait. Cela va vraiment aider considérablement à augmenter les capacités des jeunes entrepreneurs. Et c'est eux qui emploieront, qui créeront de l'emploi. Et ce faisant, la question du chômage sera résolue. Donc je pense qu'à ce symposium, il est très important que tous les acteurs, et notamment les gouvernements, voient comment le secteur privé, donc les entrepreneurs, peuvent être appuyés via une telle coopération. Lorsqu'on renforce leurs capacités, ils ont beaucoup de potentiel. Nous pouvons créer de ce type de réseau. Pour moi, cela nous donne de l'espoir pour l'avenir. Si nous disons que nous voulons laisser personne à la traîne d'ici à 2030. Cela inclut les hommes d'affaires. Très bien. Oui. Alors, je voudrais rebondir sur le commentaire de Shaban. Savoir que les jeunes écoutent les jeunes et qu'ils s'identifient entre eux. Et via notre travail avec le réseau CAI et aussi dans nos contacts avec d'autres entrepreneurs, nous nous sommes rendus compte aussi que les entrepreneurs sont une race unique car ils réagissent très vite, ils ont envie de prendre des risques, ils sont dynamiques, ils sont très opiniâtres et ils sont toujours à la recherche de nouvelles idées à exploiter. Et je pense que ce type d'état d'esprit trouve un écho chez des personnes qui pensent de la même façon. Les jeunes entrepreneurs qui soutiennent d'autres jeunes entrepreneurs, ils parlent de ce qui est important pour eux. Ça a beaucoup plus de puissance qu'une agence de développement ou une agence gouvernementale qui parle de ce que les jeunes entrepreneurs ont besoin. Et c'est pour ça que c'est très, très utile. Et ça nous donne une plateforme pour l'équipe de CAI pour parler avec les ministres et les chefs de gouvernement pour que vraiment ils puissent communiquer et transmettre ce message. Et cela vient directement de la bouche des intéressés. Shaban, alors poursuivons. La motivation que nous avons est de préconiser à nos gouvernements que l'entrepreneuriat doit faire partie des manuels scolaires dès le plus jeune âge. C'est absolument essentiel, car nous pensons que ce n'est pas quelque chose que vous devez communiquer à l'université. Il faut le faire beaucoup plus tôt. Je vous donne un exemple. Nous avons organisé un atelier avec des élèves de 14 à 17 ans. Lorsque nous avons commencé l'atelier, seuls 2 mains se sont levées sur qui voulait être entrepreneur. Mais à la fin de l'atelier, 80% des élèves voulaient devenir entrepreneurs, après avoir une connaissance de base de ce que c'était être un entrepreneur, avec une compréhension de base sur ce qu'est une entreprise. Et donc à la fin de l'atelier, donc de plus ou moins 2 heures, 80% avaient levé la main, car la compréhension de base n'était pas là au départ. Dernièrement, je ne sais pas si c'est l'impression que j'ai donnée, mais je ne suis pas CAI. Nous avons un système très organisé, nous avons un conseil d'administration de chaque pays,
Je ne suis ici que pour 1 an. Nous avons une présidence tournante et cela fait partie du processus de durabilité. C'est très important de le dire. Un pays où une personne ne peut pas à elle seule s'occuper de CAI. Nous changeons la présidence chaque année et jusqu'à ce que nous ayons fait le tour des pays, qu'il s'agisse de petits ou de grands pays. Pour nous, c'est la même chose. C'est essentiel de procéder de la sorte. C'est vraiment un plaisir d'avoir entendu les conversations que nous avons entendues aujourd'hui. Nous avons besoin de cela dans les pays en développement. Il faut que nous autonomisions les jeunes. Et je ne peux le répéter de trop. Si nous ne faisons pas en sorte qu'ils empruntent la bonne direction, les opportunités économiques seront des défis économiques et des désastres. Merci. Merci infiniment, Shaban. Un aspect très intéressant que Mme Diouf a soulevé, je l'ai entendu dans certaines conversations au cours de la pause, est l'économie informelle et le rôle qu'elle joue dans certains pays ACP. Comment faire en sorte que l'économie informelle devienne formelle, ou alors légitimiser l'économie informelle pour qu'elle participe le plus à l'économie formelle. Voilà, c'est une idée en l'air. Peut-être que nous pourrons en parler à la fin de cette session. Claire Denec, comment votre agence peut-elle donner des perspectives aux jeunes dans l'agriculture? Turn on the microphone. I want to introduce myself first because Je vais me présenter d'abord, parce que je crois que je suis la seule représentante ici du Pacifique. Je remercie les ACP, la FAO et l'Organisation internationale de la francophonie qui permettent, en m'invitant au Pacifique, de venir contribuer ici à la coopération Sud-Sud. Mais dans le Pacifique, c'est la noix de coco, en tout cas, que je représente ici. Je sais qu'en Afrique, il y a de la noix de coco, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une industrie, une filière noix de coco. S'il n'y en a pas, c'est une erreur, parce que la noix de coco, le cocotier, c'est l'arbre de la vie. La noix de coco sert à pratiquement tout. Alors, en ce qui concerne le Pacifique, l'ambassadeur de Fidji pourra compléter mon propos si nécessaire. Alors, je m'en féliciterai parce que je me sens un peu seul au milieu de tant d'Africains et de Caribéens dans cette salle. Et je suis un peu intimidé, je dois le dire. Je voudrais parler de la filière du copra. Parce que pendant des siècles, depuis des siècles maintenant, nous vivons de cette filière pour beaucoup d'entre nous, mais c'est une filière qui est en déclin, que l'on associe même à la pauvreté aujourd'hui. Mais je dois vous expliquer avant tout. Comment est-ce que nous travaillons au quotidien? Ce sont des exploitations familiales, vraiment des familles avec les mères, grand-mères, grands-pères et les enfants. Et les jeunes donc accompagnent leurs parents et grands-parents. Mais cela, ils le font jusqu'à l'adolescence. C'est parce qu'après l'adolescence, ils ne sont plus intéressés par la chose parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas grand-chose à en retirer pour en termes de perspective. Alors, vous me demandez comment renverser ce déclin que j'évoquais. Moi, j'ai entendu mes collègues femmes ici et je suis fier d'entendre ce qu'elles ont à nous dire parce que je m'aperçois que les femmes sont très entreprenantes. Mais je dois dire, malheureusement, que nous avons aussi besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes, bien qu'ils soient moins entreprenants que nous.
quand même. Ils sont nettement moins entreprenants que nous. Pourquoi, me demande-t-on? Oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des hommes ici pour réagir à ce qui vient d'être dit? Mais non, je vais vous dire, parce que je critique en disant cela mes propres frères. Hein. Ma mère vient de l'île de Futuna. Les femmes vont au champ, dans les plantations, elles y travaillent. C'est elles qui vont à la pêche, c'est elles qui pêchent le poisson pour nourrir la famille. C'est elles qui cultivent les légumes, le taro. Quant aux hommes, eux, ils vont au bar à Cava tous les soirs et ils boivent. C'est comme ça. Moi, je serais d'accord, dit le modérateur. Alors, on a parlé tout à l'heure du cajou. J'ai entendu mes sœurs, ces femmes, nous parler de tout ce qu'elles font. Ça m'a l'air de très bien marcher. Pour elles, mais aussi pour les jeunes. Mais quand je parle du copra qui est en déclin, pourquoi? On peut s'interroger. Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas parvenus à obtenir ce pourquoi nous nous battons depuis 2009. Nous voulons passer à une échelle supérieure dans la chaîne de valeur, à une étape supérieure, et personne ne veut entendre parler de ce que nous disons. Comment remonter dans la chaîne de valeur? Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que nous avons besoin de gros investissements. Moi, je suis femme d'affaires. Mais femme d'affaires communautaires, disons. Ce que je le fais par passion. Je m'occupe des zones rurales. C'est toute ma vie, depuis 25 ans à Vanuatu. Vanuatu n'étant même pas mon pays, devenu ma maison. Je n'en proviens pas. Mais j'y travaille quand même. Mais alors, nous allons faire un plan d'action demain. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Mais moi, j'ai besoin de l'aide des ACP. J'ai besoin des ACP pour faire chez nous ce qui est en train d'être fait au Mozambique et ailleurs. On a parlé de la noix de cajou tout à l'heure. On monte en gamme, mais c'est ce que je voudrais voir chez nous aussi. Et je voudrais travailler avec mes sœurs du Mozambique pour y arriver. Il faut lutter pour cela. En Afrique, mais aussi dans le Pacifique. Je crois que M. Gomes va avoir quelque chose à dire tout à l'heure. À moins qu'il ne veuille le dire maintenant, mais il aura à répondre à des questions. Je lui ai peut-être fait peur en disant ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'accéder aussi au crédit, à l'investissement, même sous forme de prêt, pour pouvoir transformer notre production. Parce que nous ne pouvons pas en rester seulement au copra. Ça n'est pas possible. Il faut que nous puissions explorer exploiter toute la chaîne de valeur. Et là, ce sera autre chose. Bien, y a-t-il des réactions avant que nous n'avancions? Madame. Merci. De la Sierra Leone? Non, je suis Liliane Lewelo. Je suis une femme du Pacifique, une fière de cela, de Tuvalu. Je travaille pour l'ambassade de Tuvalu, ici à Bruxelles. Pour répondre à ce que Claire vient de dire, bien sûr, la filière de la noix de coco dans le Pacifique doit monter en gamme pour que la pleine valeur de la noix de coco puisse être exploitée. Et cela doit se faire d'une manière commercialement significative, bien sûr. Mais il faut être réaliste que dans le Pacifique, il y a des pays qui sont très petits, comme Tuvalu, des petits États insulaires, des atolls, dans lesquels la filière de la noix de coco n'est peut-être pas... Enfin, la noix de coco n'est pas le produit le plus pertinent. Moi, je pense qu'il faut plutôt que nous mettions l'accent sur l'océan.
L'océan nous entoure de partout et cette économie bleue, c'est dans celle-là que nous devons investir. Comment est-ce que nous, dans le cadre de la coopération sud-sud, triangulaire, pouvons-nous vraiment exploiter cette ressource en tant que petits États insulaires? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai, c'est bien de savoir ce qui se passe dans les Caraïbes, en Afrique, et même dans le Pacifique. Il y a des pays qui aujourd'hui sont déjà fortement touchés par le changement climatique. Donc je crois que c'est vers cela que nous devons tourner notre regard. Rechercher ce que la coopération sud-sud et triangulaire peut faire pour des pays aussi particuliers que les nôtres, comme Tuvalu, parce que nous ne pourrons jamais cultiver, produire ce que des pays africains, comme on vient de nous le montrer, font déjà. Donc, Claire, bien sûr, la noix de coco, c'est bien, mais si vous prenez l'huile de noix de coco fraissée à froid, à Tuvalu, c'est une production qui est totalement différente du même produit que vous retrouvez dans d'autres pays de la région, tout simplement en raison des conditions pédologiques, d'ensoleillement, etc. Dans les atolls, la noix de coco n'est pas la même que la noix de coco qui pousse dans d'autres pays de la région. Mais ceci dit, je suis d'accord avec Claire, il faut monter en gamme, en tout cas pour les pays que cela concerne. Et Claire, effectivement, se bat pour cela depuis très longtemps. Mais encore une fois, il faut se rendre compte que dans la région, il y a des petits pays aussi qui sont quasiment de petites entreprises, des mini-entreprises. Et pour celles-là, je crois que l'économie bleue est la clé. Notre zone économique exclusive, c'est notre principale ressource. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que s'il n'y a pas que la noix de coco dans le Pacifique, il y a d'autres choses également. La terre, le foncier n'est pas notre problème. Nous sommes si petits, Tuvalu, Kiribati, c'est l'économie bleue qui est la clé. Qu'est-ce que la coopération sud-sud et triangulaire peut faire de ce point de vue-là? Merci. Merci. C'est très intéressant. Oui, j'aurais bien aimé que l'on montre les diapos qui nous auraient beaucoup, qui auraient beaucoup servi à illustrer ce propos. Bien. Brooke Dedebe à Guideo. Que feriez-vous si vous étiez dans le Pacifique? Vous vous occupez de cuir en Éthiopie, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Vous avez un modèle d'affaires qui est le vôtre, sur le cuir en Éthiopie, mais appliquez-le à la noix de coco dans le Pacifique. Qu'est-ce que cela donnerait? Écoutez, moi je suis le seul dans ce panel à appartenir au secteur manufacturier. Bon, heureusement, le cuir est une simple extension de l'agriculture. Parce que notre matière première, elle provient de la production animalière. À partir de là, nous avons plusieurs déclinaisons, leurs couleurs, différents types de cuir. Mais ça reste du cuir. Vous avez tous vu ce que c'est que les peaux. Une peau brute, ce n'est pas la même chose que ce que je suis en train de manipuler là. Le produit fini, c'est autre chose. Elle permet de produire des vêtements, des accessoires comme les sacs à main, les chaussures, etc. Et chaque année, enfin 2015 a été une mauvaise année pour nous, mais 2016, eh bien, nous avons eu un chiffre d'affaires de quelques 18 millions de dollars en exportation principalement. Alors, nous employons beaucoup de monde. Mon entreprise, 1300 employés, 75% d'entre eux sont des femmes. Nous avons mis en place récemment une fabrique de chaussures pour laquelle nous avons embauché 230
personnes, 225 étant des femmes, des jeunes filles. Donc nous créons là de l'emploi pour la jeunesse. Vous avez évoqué le problème des micro-entreprises. En Éthiopie, nous avons beaucoup de micro-entreprises que détiennent des femmes qui s'activent dans les petits articles de cuir, sacs à main, etc. Alors, leur plus gros problème, c'est l'accès au financement, mais aussi l'accès au marché. L'ONUDI a proposé la création de groupements, de regroupements de micro-entreprises, de ces micro-entreprises-là. Et cela a permis d'exporter vers les États-Unis. Mais nous pourrions le faire beaucoup mieux que ce n'est le cas aujourd'hui si nous en avions les moyens. Nous ne pouvons pas fournir suffisamment le marché américain, par exemple, malgré la demande. On a essayé donc de créer un mécanisme de soutien pour fournir à ces micro-entreprises-là des machines, des outils pour qu'elles puissent accroître leur production. Mais c'est difficile. On a essayé de favoriser la production de chaussures de football, par exemple. Ça n'a pas très bien marché pour des raisons techniques. Nous sommes passés à des chaussures pour dames. Mais comment est-ce que vous financez tout cela, ces regroupements? Est-ce que vous regroupez des petits producteurs? Non, ce que nous faisons, c'est que nous leur fournissons, par exemple, la matière première, le cuir. Nous formons aussi, nous fournissons des formations. Alors, le financement, encore une fois, c'est cela le problème. En Éthiopie, cependant, il y a une chose qui marche bien, c'est le microcrédit. Mais pour que cela soit vraiment utile, il faut que se regroupent ces micro-entreprises et c'est à cela que l'ONUDI nous a aidés, notamment. Il y a des municipalités qui ont apporté un appui aussi en construisant des entrepôts, des lieux, des locaux pour la production. Mais là, le problème de l'énergie s'est posé aussi, de sa disponibilité. Donc il y a beaucoup de difficultés, mais l'État se rend bien compte que c'est extrêmement nécessaire de travailler à améliorer ce climat-là pour l'emploi. Vous parlez de l'État éthiopien, mais que peut faire la coopération sud-sud ici? Oui, malheureusement, pour l'instant, nous avons plus eu une coopération nord-sud. Le niveau de qualité que nous avons atteint, quel qu'il soit, nous le devons à la coopération japonaise et allemande. Oui, mais cette coopération nord-sud, ce sont des États ou des entreprises? Non, non, ce sont des entreprises, ce sont des entreprises privées européennes qui sont intervenues. Alors, on a des tentatives avec des entreprises africaines. Je sais qu'avec le Botswana a envoyé une délégation récemment en Éthiopie pour en discuter. Il a été discuté la possibilité de mettre en place un parc intégré pour le cuir. Au Botswana, ils nous ont invités à participer à cette joint venture. Nous n'avons pas les ressources vraiment nécessaires pour cela. Le Kenya nous a déjà envoyé des délégations. Nous avons eu une visite également récemment du président Kenyatta, à la suite de laquelle le Kenya a décidé de mettre en place un parc intégré pour le cuir. Mais ça reste très parcellaire, parce que je pense qu'il faut que nous allions, que nous nous regroupions un peu plus. Oui, mais comment faire? Je pense que ce sont les organisations régionales comme la SADC, le COMESA ou la CEDEAO qui peuvent aider à cela. Nous avons eu des forums d'affaires avec l'Europe, le Canada, mais très peu avec d'autres pays ou régions africaines. Oui, mais là, vous ne nous parlez pas du tout de coopération sud-sud et triangulaire, vous nous parlez de relations d'affaires entre des entreprises privées.
comment est-ce que cela peut être facilité, appuyé par, disons, la FAO ou les Nations Unies? Oui, mais l'UNIDO, je vous en parlais tout à l'heure, a déjà travaillé avec nous, a été d'un apport certain. Cette expérience, je pense, était très intéressante. L'UNIDO nous a envoyé une délégation nigériane il n'y a pas longtemps pour un partage de connaissances. Donc ce type de dispositif-là peut promouvoir la coopération sud-sud. Moi, je pensais plutôt à la formation, au microcrédit, pourquoi pas. D'autres observations avant que nous ne poursuivions, parce que nous arrivons au terme de notre session. Madame Sigala, de la FAO. Vous avez pu, je crois, apporter de l'espoir aux jeunes et aux femmes en fournissant des services aux entreprises, je crois. Merci. Le bureau, le pays de la FAO met l'accent sur l'emploi des jeunes, pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, bien sûr, mais aussi pour les femmes, de manière plus générale. Alors, pour ce faire, nous avons recours à une méthodologie par laquelle on met l'accent bien sûr sur les écoles pratiques agricoles, mais en mettant aussi particulièrement l'accent sur certaines compétences. Vous savez que les jeunes n'ont pas tous les mêmes problèmes que les adultes. C'est une méthodologie qui est assez spécifique, qui nous permet de leur apprendre comment faire l'agriculture de manière différente, parce que d'aucuns l'ont dit tout à l'heure, l'agriculture est considérée comme le travail du pauvre, généralement. Alors, on ne se rend pas compte du potentiel vraiment qu'elle recèle. Et pour déclencher ce potentiel-là, il faut insuffler des compétences de vie, nous les appelons, qui aillent de pair avec les compétences techniques agricoles. Les jeunes peuvent être très bien formés pour de bonnes pratiques agronomiques, mais il faut également les fournir, les former dans des choses telles que la manière de planifier leur vie, leur parcours. C'est bien de leur apprendre à planifier l'aspect culturel. Il faut aussi les former en tant qu'être humain, savoir voilà, quels sont leurs objectifs pour cette année, leurs objectifs dans 2 ans, etc. Alors, la Tanzanie, malheureusement, est l'un de ces pays dans lesquels les services de vulgarisation sont les moins bien lotis. Avec les jeunes agriculteurs, il s'agit donc de déclencher un effet multiplicateur, de faire de la formation pour ceux qui seront des formateurs, des vulgarisateurs. Par exemple, en matière d'horticulture, on fait un travail de formation pour aller au-delà de ce que font les services de vulgarisation officiels. Mais est-ce que des jeunes, enfin vous pensez donc en utilisant cette démarche-là que des jeunes seront mieux écoutés par d'autres jeunes, si j'ai bien compris? Oui, mais nous mettons aussi toujours l'accent sur le fait que l'avenir appartient aux gens organisés. Les jeunes qui vont dans ce sens, qui s'organisent, qui se regroupent, nous rendent la tâche plus aisée et cela rend plus aisée également. Ils s'organisent autour d'activités ou de certains maillons de la chaîne de valeur et cela leur permet de mieux s'intégrer. Pour l'accès au financement également, cela vaut. Et nous essayons toujours de leur demander aussi de se déterminer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de financement. Si c'est pour l'achat de matériel, nous les mettons en rapport avec des fournisseurs. Il y a même des occasions, nous avons pu organiser un système de prêt, de prêt de matériel, des regroupements de jeunes agriculteurs qui ont pu payer ensuite de manière échelonnée.
Aujourd'hui, nous travaillons avec NMB Foundation qui représente la fondation Rabobank en Tanzanie. Vous savez que cette fondation Rabobank a une longue histoire avec les coopératives. Malheureusement, en Tanzanie, les coopératives n'ont jamais très bien marché. Donc, à travers cette initiative, nous essayons de montrer aux agriculteurs que dans une démarche collective, coopérative, eh bien, ils peuvent réaliser beaucoup de choses. Au-delà de l'aspect accès aux finances, nous mettons l'accent sur la gestion, la formation à la gestion, une sorte de travail d'alphabétisation financière qui leur permet de mieux accéder au financement et de mieux gérer. Pour ce qui concerne l'accès au foncier, c'est-à-dire que quand en tant que jeune on veut produire, et les choses sont plus faciles quand on rencontre les conseils villageois pour dire voilà ce qu'on veut. Et en Tanzanie, il est possible par ce moyen-là d'obtenir des terres que l'on puisse utiliser pour produire. Malheureusement, le foncier, la propriété foncière n'a pas été très utile pour l'accès au financement. C'est vrai qu'elle peut servir de garantie, mais dans les conditions que je viens d'indiquer, peut-être pas. Mais le gouvernement l'a bien compris. La question maintenant est de savoir de quelle surface ces jeunes ont besoin, ou est-ce qu'ils ont accès aux surfaces dont ils ont besoin, parce que jusqu'à maintenant, on a des niveaux de productivité qui sont très, très faibles. Il faut, devant la rareté de la ressource foncière, en tout cas celle qui est accessible à ces jeunes-là, eh bien, trouver des pratiques agricoles qui leur permettent, sur des petites surfaces, d'accéder à une productivité accrue. Pour ce qui concerne les services, nous avons des entreprises semencières comme Yara, Baton, des entreprises privées. Nous les avons mises en contact avec des groupements de jeunes pour qu'elles leur fournissent des semences. Et ces entreprises ont compris que fournir des semences de mauvaise qualité, finalement, pour une productivité moindre donc, ne servait pas à leur image. Et donc, elles ont bien compris qu'il fallait fournir des semences de qualité, mais en fournissant également des formations pour que les jeunes puissent en tirer le maximum de profit, ce qui est bon pour les jeunes là, mais également pour les bénéfices de l'entreprise. Mais tout cela a l'air bien beau, mais il faut être concret. Quel impact est-ce que cela a eu? Est-ce que cela a été mesuré? Écoutez, dans les écoles, dans cette méthodologie, les écoles pratiques paysannes, cette méthodologie a été introduite d'abord au Mozambique, a été destinée à des orphelins du VIH-Sida notamment, et bien sûr, on l'a adoptée aux populations réfugiées au Kenya et en Ouganda. Mais plus tard, la méthodologie a également été adoptée au Soudan, notamment pour les enfants soldats, les anciens enfants soldats, et puis en 2007, on l'a implanté dans d'autres zones de conflit comme Gaza et la Cisjordanie. C'est en 2009 que nous avons commencé à la mettre en œuvre dans le secteur de l'emploi des jeunes. Alors, vous me demandez si ça a été mesuré. Chaque fois qu'un groupe de jeunes vient en formation, disons une vingtaine, nous veillons toujours à ce qu'il y en ait 10 qui soient des femmes. Donc, pour l'équilibre des genres, ça marche bien. Mais il s'ajoute à cela que le ministère de l'Agriculture de la Tanzanie vient de réviser les programmes pédagogiques dans ces écoles pratiques pour y ajouter des compétences de vie, comme on les appelle, surtout destinées aux femmes. Parce que les femmes ont un rôle à jouer dans l'agriculture, elles le font différemment
des hommes, certes, mais elles sont, c'est le plus important, moins en position d'en tirer profit que les hommes. Et la FAO a facilité la formation pour quelques 250 jeunes femmes en Tanzanie. Et chacune d'entre elles, en moyenne, a pu former une vingtaine de femmes après cette première formation, à la formation là. Merci. Est-ce que cela peut s'appliquer dans vos pays? On nous dit que c'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Monsieur? Thank you very much. I work for City. Merci, je travaille pour le CTA, Centre technique pour la culture, aux Pays-Bas. Je voudrais d'abord dire que nous avons effectivement rencontré des situations dans lesquelles les écoles dont il est question ici ont été très efficaces et je félicite la FAO pour cela. Je pense que c'est une méthodologie, une démarche qui peut s'appliquer utilement dans tous les pays, en fait. Maintenant, je voudrais aborder une autre question. En fait, c'est un secteur dans lequel l'entrepreneuriat des jeunes peut être renforcé. On n'en a pas beaucoup parlé. Si on se rend compte aujourd'hui que les jeunes sont de plus en plus intéressés par le développement d'applications pour le téléphone mobile qui sont susceptibles de peser sur la chaîne de valeur agricole au CTA. Nous travaillons donc sur un programme qui s'appelle AgriHack. Organiser des concours de TIC pour l'agriculture. Des applications très intéressantes ont été développées dans ce cadre-là. En Ouganda, par exemple, l'un des gagnants a développé une application pour téléphone mobile qui facilite l'accès au financement pour les acteurs de l'agriculture. Et aujourd'hui, on a près de 60 000 agriculteurs qui y ont recours. Ce type de modèle, il faut le reproduire dans d'autres pays, parce que cela a ouvert de nouvelles pistes pour les jeunes agriculteurs, mais aussi pour des organisations qui sont là pour soutenir les jeunes et les filières agricoles. Donc cela est très important. Et pour finir, je voudrais évoquer la question de l'incubation. Je crois qu'il faut que nous travaillions de plus en plus sur cela. Dans les universités, il faut vraiment appuyer les jeunes qui ont des idées d'entreprise, les aider pour qu'ils puissent créer des entreprises utiles pour l'agriculture, le développement rural, également les doter de toutes les capacités dont ils ont besoin pour œuvrer dans d'autres secteurs qui auraient besoin de leurs compétences. C'est une question intéressante auquel nous n'avons pas pu nous intéresser beaucoup ici. Et merci, monsieur le modérateur. Vous avez été très bon dans les questions que vous avez posées. Merci. Écoutez, je suis désolé de le dire, mais nous sommes à court de temps. Rapidement, peut-être. Merci. Au Ghana, notre président, au cours de ces dernières années, a initié un programme appelé Youth Enterprise Support, un programme d'appui aux jeunes, proche de ce que notre collègue vient d'évoquer. Mais j'ai une inquiétude. C'est une inquiétude que j'ai entendue également auprès de deux orateurs que nous avons entendus aujourd'hui. J'aurais vraiment en appelé à tous les acteurs sur la scène mondiale qui peuvent apporter le changement que je souhaite. Un changement, une transformation de l'agriculture, mais d'une manière ou dans une approche globale. Ce que notre collègue nous a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est Yara fournit des semences à des groupements de jeunes en Tanzanie. Et cela est accompagné d'autres incitations. Bien, le problème de l'agriculture en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, est quintuple. La gestion de l'eau, les semences, l'accès aux fonciers,
la disponibilité des intrants et ensuite la commercialisation. Traiter ces différentes problématiques séparément ne nous permettra pas d'arriver aux résultats souhaités. Et donc, si nous voulons vraiment progresser, je pense qu'il faut d'ores et déjà voir comment faire pour embrasser cette démarche globale-là qui nous permette de faire le meilleur usage de nos ressources. 85% des ressources agricoles qui sont produites aujourd'hui ne sont pas le fait des grandes entreprises multilatérales. Ces 85% de production sont le fait de jeunes hommes, jeunes femmes et de femmes agriculteurs, agricultrices dans le monde. Mais pour les aider vraiment, il faut que nous prenions en charge ces 5 problématiques-là d'une manière globale. Merci. C'est vrai que les plus grands producteurs dans le groupe ne sont pas les grandes entreprises, mais les petites entreprises. Alors, avant-dernier commentaire de Patricia de la FAO en Ouganda. Alors, qu'allons-nous utiliser de ce que nous avons vu aujourd'hui pour demain? Alors, j'aimerais vous donner un aperçu donc des chaînes de valeur au Ouganda. Ces chaînes de valeur ont rencontré beaucoup de succès. Nous avons vu que les gens désemparés regagnent de l'espoir. Et donc, je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre. J'en ai appris beaucoup moi-même, bien que j'ai fait partie de l'équipe. Au départ, nous nous sommes penchés sur les nécessités de ces personnes, de ces agriculteurs de produits laitiers. Donc, nous avons évolué leur accès au marché, leur accès à l'information, l'accès aux intrants. Ensuite, nous avons regardé comment ils étaient censés avoir accès à ces services. Non pas tenter de leur donner directement accès à ces services, mais nous avons regardé quelles sont les parties prenantes qui sont censées les aider à avoir accès à ces services pour voir où le problème se situait, donc comment on pouvait faciliter la démarche. Donc nous avons regardé le plan de donc regarder où se trouvaient les coulées d'étranglement. Donc c'était principalement la création de centres de collecte. Et nous avons également examiné les questions de transport. Le lieu où se trouvait n'était pas facilement atteignable par le marché. Nous avons regardé les autres services qui sont offerts par le gouvernement, mais alors que nous avons rassemblé les parties prenantes, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement n'avait pas assez de personnel pour aller vers les agriculteurs. Nous avons formé les membres de la communauté qui sont devenus des facilitateurs, qui sont principalement des jeunes, je suis ravi de le dire, et ils continuent d'offrir ces services. Ils ne sont pas rémunérés par le projet, mais par les agriculteurs eux-mêmes. Car les agriculteurs trouvent ça plus simple, cela leur convient mieux. C'est également une façon de donner de l'emploi aux jeunes d'une certaine façon. Enfin, l'accord était que le paiement du lait devait se faire via une banque, une institution financière du moins. Et donc, ils ont pu obtenir un accès au crédit plus facile, car leur capacité d'emprunt a été améliorée.
Et donc, un petit groupe d'agriculteurs a été transformé en une coopérative très efficace aujourd'hui. Après 6 mois, ils peuvent acheter pour leurs membres des animaux qui peuvent aider les jeunes et les femmes qui ne pouvaient se permettre d'acheter des animaux pour producteurs de produits laitiers. Et donc les lieux de traitement peuvent donner des crédits car ils savaient qu'à la fin de la période, ils savaient qu'ils allaient récupérer leurs fonds. La coopérative elle-même était également soutenue et au vu de leur pédigré, ils ont pu également donner des contributions sous forme de crédit et cela a rendu les produits beaucoup plus abordables. Cette initiative a été partagée dans différents pays, surtout au Rwanda, au Burundi, en RDC, car le projet couvre tous ces pays. Et même au Sud-Soudan, car le projet a été financé par une coopérative de développement. Nous avons encore besoin de partage technique avec d'autres pays qui peuvent en apprendre de nous et nous pouvons également apprendre d'eux. Merci. Merci infiniment, Patricia. Alors, dernier mot d'espoir dans votre programme. Je suis certain que nous pourrons en parler demain, qui pourra faire partie du plan d'action. Ambassadeur, pouvez-vous nous faire ces derniers commentaires? Je pense que nous avons vraiment eu des idées très intéressantes. Oui, en effet, très édifiant. Nous avons vraiment de la matière pour demain. Il faudra évidemment en retirer l'essence pour le plan d'action. Tous les pays du Nord ont toute la technologie à leur disposition et ils doivent donc aider. Et c'est là que notre coopération triangulaire se fait. Alors, Madame Dieff, qui nous a quittés, s'est concentrée sur l'importance du renforcement des capacités des communautés locales dans le but à souligner l'importance de la traduction entre les entités publiques et privées, la sensibilisation des jeunes, des femmes dans l'agriculture. Donc, le représentant du Sénégal a souligné 3 questions intéressantes. L'accès aux moyens de production, l'accès à la formation et à la technologie et l'accès aux ressources. Cela ne doit pas être vu de manière isolée. Il faut créer des liens. Ce sont des initiatives qui doivent être liées entre elles. Ensuite, Shabam a parlé de la coopération sud-sud dans les pays du Commonwealth en Asie, où ce n'est pas vraiment de l'agriculture en soi, mais il s'agit d'insuffler chez les jeunes l'envie d'échanger des idées et le transfert de technologie, les informations sur comment avoir accès au financement et son exemple était très important et c'était l'importance du commerce entre les pays frontaliers. Il a parlé de comment les technologies peuvent promouvoir les relations commerciales entre pays frontaliers. Claire a parlé de la question des produits de la coco dans le Pacifique. Nous sommes très conscients de cette question dans la Caraïbe car nous avons également vu un déclin dans la production de l'agriculture de la coco. Cela n'est pas entièrement dû à ce qui s'est passé en interne, mais en raison des influences du marché.
sur la scène internationale, la coco était perçue comme mauvaise pour la santé et cela a vraiment miné notre production. Et maintenant, la coco est est redevenue à la mode et on rend compte que la production reprend à très grande échelle même. Donc des pays comme ceux dans le Pacifique, dans la Caraïbe, qui ont de très petites zones sur lesquelles produire de la coco sont dans une situation de désavantage. Nombre des arbres à coco ont disparu. Ce n'est plus productif de cultiver de la coco. Et nous savons, et le secrétaire général sait également, que nous avons un projet intra-ACP dans le Caraïbe et le Pacifique pour donner un souffle nouveau à l'industrie de la coco dans la Caraïbe. Et nous allons parler de l'issue de ces événements demain. Donc, alors, très intéressant aussi, qui n'est pas seulement vrai pour les îles du Pacifique, mais pour tout le pays insulaire, tous les petits États insulaires en développement. Le fait que nous soyons petits veut dire que nous avons peu de terres sur laquelle cultiver. Donc, certaines îles sont plus grandes que d'autres, mais les petites îles, les petits insulaires en développement, pour la plupart des cas, nous avons des terres limitées, dans la mesure où l'économie bleue est importante. Donc, nous pouvons renforcer l'accent qui est mis sur l'économie bleue. Je pense que c'est ce qui est important pour transformer nos économies. Donc, à parler de l'agro-industrie, du traitement et du fait que ce n'est plus exclusivement le secteur privé qui est actif. Il faut voir dans quelle mesure cela peut être applicable. Madame Segala a parlé de l'agriculture qui est perçue comme étant quelque chose pour les pauvres seulement. Ça peut être vrai, mais dans une certaine mesure. Mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est certainement pas seulement pour les pauvres. Donc, je pense que nous pouvons aspirer à cela pour nos jeunes et nos femmes. Comment les sortir de la pauvreté? Car c'est une chose qui a dû ressortir du forum de ce jour. Quel a été l'impact des jeunes et des femmes dans l'agriculture? Comment ça a-t-il affecté le niveau de pauvreté de nos pays respectifs? Car nous savons que traditionnellement, l'agriculture à petite échelle dans les zones rurales de nos pays est réalisée par les plus pauvres de nos sociétés. Comment ces exemples que nous avons donnés ont-ils profité à nos pays et notamment aux pauvres femmes et aux pauvres jeunes? Un commentaire a été fait sur la création d'applications sur la technologie d'information et de communication et oui, c'est vrai, nous devons commencer à exploiter cela. Comment nous pouvons utiliser la technologie pour attirer les jeunes dans l'agriculture? Enfin, de l'importance d'une approche globale dans l'agriculture. Cela a été mentionné, je pense, par le dernier orateur. Nous devons pas adopter une approche fragmentée, mais bien globale. Les jeunes doivent devenir des parties prenantes dans tout ce que nous faisons et il y a une nécessité, bien entendu, de faire tomber les barrières. Dernier commentaire pour conclure sur la base de mes observations. Je pense que ce qu'il a montré, à mon sens, c'est l'importance de la promotion du développement rural dans l'intérêt des jeunes et des femmes, et cela ne peut être fait sans le vouloir. Cela doit être fait sciemment. Ça peut arriver au hasard. Sur la base des commentaires qui ont été faits, il semblerait que
cela provient en grande partie du bas ça vient du bas vers le haut. Et dans certains cas, nous devons insister auprès de nos gouvernements, il faut que les gouvernements adoptent une approche du haut vers le bas, ils doivent prendre des initiatives et faciliter la participation des jeunes, des femmes. Ce programme a été promu comme étant l'une des stratégies de nos pays pour réduire la facture de l'importation de denrées alimentaires en cultivant le plus gros de ce que nous consommons. Le programme a donné un soutien total à la production de 40 hectares pour les jeunes, dans le cadre de l'initiative pour les jeunes et les femmes. Donc, certains ont reçu la terre. Le gouvernement offre un soutien à 100%. Donc, la sélection des sites, préparation des sols, engrais, etc. Et donc, ils pouvaient vendre les produits sur le marché. Cela profiter directement au pays. Cela a généré des emplois pour les jeunes et les femmes. Autres exemples, les parcs agricoles. Les gouvernements investissent dans des grandes surfaces de terre pour qu'ils travaillent sur des grandes surfaces alors qu'ils auraient certainement exploité des petites surfaces de terre pour les rendre donc plus productifs. Ensuite, les produits sont exportés et font partie de l'agro-industrie. Donc voilà, autant de façons qui, à mon sens, doivent être promues auprès des gouvernements. Il ne faut pas seulement une approche du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse de terre. Il faut qu'il y ait une relation du bas vers le haut et du haut vers le bas aussi. Et voir comment nous pouvons reproduire, bien entendu, cela dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire. Ambassadeur Muknish, merci infiniment. Merci à tous les membres du panel de ce jour.